Bonjour et bienvenue dans ESS On Air, l'émission de Mediatico qui passe l'actualité au crible de l'économie sociale et solidaire. Une émission, vous le savez, réalisée avec les moyens techniques d'Impact Production. Et l'actualité, en ce moment, elle est très budgétaire, avec ce projet de budget 2025 présenté par le gouvernement de Michel Barnier, où les budgets de la solidarité sont clairement dans la tourmente, ceux de tous les secteurs de l'économie sociale et solidaire, et ceux des fondations en particulier, en raison des dispositifs fiscaux qui évoluent au détriment de la générosité du public et des entreprises. Alors pour nous expliquer tout ça, nous recevons aujourd'hui la présidente du Centre français des fonds et des fondations. Bonjour Marion Lelouvier. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et tous. Ouais, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Mediatico. Vous êtes aussi la présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir. On est dans le secteur de la recherche médicale. Dites-nous d'abord, avant de commencer sur les questions budgétaires, dites-nous pourquoi les fondations que l'on voit quand même comme des puissants établissements seraient aujourd'hui en danger. Oui, merci beaucoup d'abord pour ce compliment pour les fondations. Effectivement, les fondations sont des acteurs et des actrices solides qui suscitent la confiance des Français parce qu'elles s'inscrivent dans le temps long et parce qu'elles ne se consacrent qu'à l'intérêt de tous, qu'à l'intérêt général. Et pourtant, effectivement, en ce moment, elles peuvent être menacées au même titre que d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ces menaces sont de différentes natures. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. D'abord, elles interviennent en solidarité avec d'autres. Et donc, quand d'autres budgets sont amputés, forcément, la demande à l'égard des fondations, les injonctions à l'égard des fondations croissent. Est-ce que les fondations auront les reins suffisamment solides pour absorber ces demandes surnuméraires? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est de savoir, évidemment, si leurs ressources elles-mêmes sont amputées, comment vont-elles déjà survivre et fournir leurs services et leurs apports socles. Alors, comme tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, vous avez tiré le signal d'alarme sur le budget 2025. Et puis, il y a différents amendements qui ont été déposés pour tenter de préserver les fondations et la générosité dont les Français font preuve à leur égard. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, c'est une actualité qui change constamment. Et ça donc, bouge tous les jours. Voilà, là aujourd'hui, on apporte, on est dans cette interview où on apporte les éléments à date. Évidemment, ça pourra encore changer dans les prochaines semaines. D'abord, on a tiré la sonnette d'alarme ensemble, parce qu'on a tiré la sonnette d'alarme sur ce calendrier et quand sur vous dites cette ensemble, méthode. C'est tous les acteurs de l'ESS, toutes les têtes de réseau. Exactement. En réalité. Vous pouvez peut-être les citer. Et exactement, au sein de SS France, à l'invitation de Benoît Hamon, son président, nous nous sommes réunis avec le mouvement associatif, avec l'Union des employeurs solidaires, avec la Mutualité française, avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Mais l'ESS, ESS France, ce sont aussi les coopératives, bien sûr, et les entreprises sociales à but social. Il y avait vraiment tout le monde. Donc on était réunis tous ensemble, d'abord sur ce calendrier, puisque le calendrier est habituellement sur le projet de loi de finances très court. Et cette année, compte tenu du changement du calendrier politique, le calendrier est encore plus court. Et qui dit calendrier court dit un temps pour le dialogue et la concertation encore réduit. Et probablement même des raccourcis dans les réflexions et dans les discussions et dans les propositions qui sont faites. Les propositions elles peuvent être faites sans mesure d'impact, elles peuvent être faites sans une vision macro. Et donc toute la pédagogie que toutes nos organisations mènent depuis de longs mois, finalement, on a un peu l'impression qu'elle ne sert à rien ou qu'elle ne sert pas assez et qu'il faut tout reprendre. Et c'était pour ça qu'on a voulu tous ensemble être réunis et porter un discours qui montre la cohérence de nos actions, la complémentarité de nos actions. Alors le discours, si on a été vigilant, si on a lu Mediatico en particulier, on l'a entendu, on l'a perçu, on a compris qu'il était important. Et puis il y a d'autres éléments qui risquent aussi de ne pas servir à grand-chose. Il y a le discours bien sûr, et puis il y a tout le travail d'amendement que chaque réseau a fait de son côté pour essayer de défendre non pas juste son budget, mais en fait l'intérêt général, parce que c'est à ça que servent les budgets de l'économie sociale et solidaire. Et au final, le texte budgétaire repart aujourd'hui au Sénat, dans sa version initiale présentée par le gouvernement. Est-ce que vous redoutez finalement l'adoption d'un texte initial sans aucune reprise des amendements possible? Est-ce que vous redoutez un 49.3 ? Comment est-ce que vous pensez que tout ça va terminer ? Alors on va se préserver de faire toute projection.
On va espérer que le travail que nous avons mené, encore une fois, avec de nombreuses têtes de réseau, de nombreuses organisations aussi de la coalition Générosité, puisque je représente le secteur des fondations. Je ne suis pas seule représentante du secteur des fondations. On en parlera aussi sans doute tout à l'heure. On va espérer que tout ce travail mené depuis de longues semaines, de longs mois, va prospérer, va porter ses fruits. Dans les amendements, il y a effectivement des amendements qui sont problématiques. Il y a des amendements qui n'étaient pas problématiques et qui étaient même porteurs pour le secteur. Sur les amendements qui étaient problématiques... Ouais, je veux bien qu'on revienne sur ce détail-là. Quels amendements étaient problématiques sur un projet de budget qui était déjà problématique, Donc on en rajoute une couche. Exactement. On avait, donc c'est ce qu'on avait appelé dans notre sonnette d'alarme la 4e lame. La 4e lame, c'est celle qui concerne le mécénat et la philanthropie. Il faut nous rappeler quelles sont les 3 premières. Alors, baisse du budget de l'ESS à Bercy, baisse du budget des collectivités locales, il m'en manque une. Et c'était la baisse sur les CRES, sur les chambres régionales de semble-t-il, sur les chambres régionales de l'ESS. Il me semble que c'était tous ces dispositifs qui étaient du budget de l'ESS qui étaient également amputés. Et donc la 4e lame... Donc on avait une lame qui est celle du mécénat, parce qu'en fait, encore une fois, quand on porte ce type d'amendement, on ne défend pas de manière corporatiste les intérêts de nos structures, on défend le but de nos structures, les missions sociales. Et donc, toute cette solidarité qui est organisée entre les différents acteurs. Et le mécénat et la philanthropie, ce sont des aides qui permettent de réunir des fonds privés, de lever des fonds privés avec un coup de pouce important de la part de l'État, de la puissance publique, par le mécanisme de défiscalisation, et qui, ces fonds réunis ensemble, permettent de financer des actions qui ne peuvent pas, ou qui n'entrent pas, ou qui n'entrent plus dans le budget de l'État en direct. Je pense à la recherche médicale, je pense à l'insertion par l'emploi, je pense à l'éducation, à la prise en charge des personnes âgées ou en situation de dépendance, par exemple, ou aux causes environnementales. Il y a beaucoup de budgets qui sont octroyés par ce mécanisme-là. On avait 2 amendements qui sont problématiques. C'est le lot tous les ans du projet de loi fiscale. Il y avait un amendement sur le mécénat qui visait à harmoniser au taux le plus bas de défiscalisation, c'est-à-dire 40%, au lieu de conserver une possibilité de défiscaliser pour les entreprises jusqu'à 60%. Et je rappelle que le mécénat, ce sont essentiellement des PME, des entreprises de moins de 100 salariés. Et donc, pour être clair, si les entreprises défiscalisent moins, elles risquent de donner moins. En fait, c'est ça, la mécanique. La fiscalité, elle n'est pas mobilisée à chaque fois. Il y a des entreprises, il y a des particuliers qui donnent, qui ont le reçu fiscal de la part de l'organisation à laquelle ils donnent, mais qui n'utilisent pas ce reçu fiscal. C'est-à-dire qu'ils payent l'impôt comme s'ils n'avaient pas donné. Ça, c'est à peu près 30% des dons d'entreprises et de particuliers qui sont concernés par ça. Et donc, il reste quand même plus des 2/3 des dons qui utilisent le levier fiscal. Et ils utilisent le levier fiscal de 2 manières. Soit parce que leurs capacités sont limitées, et donc ils peuvent donner un certain montant grâce au levier fiscal, soit parce qu'avec le levier fiscal, ils vont pouvoir donner plus. C'est-à-dire qu'ils calculent leurs dons nets, ce qu'ils veulent, ce à quoi ils peuvent contribuer. Et s'il y a la défiscalisation, ils peuvent donner encore plus. Donc si le taux de dans les deux cas, la défiscalisation est incitative aux dons pour les fondations. C'est ça en fait qu'on retient. Et donc c'est vrai pour les entreprises. Donc, une petite entreprise ou une moyenne entreprise qui voit le taux passer de 60% à 40%, quand elle a par ailleurs ses charges qui augmentent, quand elle a des difficultés de marché, des difficultés d'emploi, il se peut qu'elle ne donne pas moins à proportion, il se peut qu'elle arrête de donner. Et c'est le même raisonnement pour les particuliers. Et là, c'était un amendement qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière. L'impôt sur la fortune immobilière bénéficie d'un taux de défiscalisation de 75%. Qui est donc plus élevé que l'impôt sur le revenu, puisque le taux est à 66%. L'amendement avait pour but l'équité fiscale. On met le même taux de défiscalisation pour tout le monde. À combien ? Sauf que à 66%, donc le taux le plus bas. On n'a pas choisi le taux le plus favorable à 75%. Donc on prend le risque, effectivement, qu'avec moins d'incitation, on baisse les dons qui vont être prélevés grâce à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc que ce soit les dons des entreprises ou des particuliers, même combat du côté du gouvernement, on veut baisser les incitations et du coup, vous redoutez pour l'ensemble de la famille des fondations qu'il y ait moins de dons.
Il y a deux familles de fondations dans votre secteur. Il y a les fondations opératrices, il y a les fondations redistributrices. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment fonctionne cet univers qu'on connaît quand même assez mal? Les fondations d'abord opératrices, que font-elles? Oui, alors effectivement, pourquoi on parle beaucoup de fiscalité et de générosité publique? Parce qu'elles alimentent ces deux types de fondations. Les fondations opératrices, elles sont un peu comme les organisations mutualistes qui gèrent les établissements sanitaires et médico-sociaux en France. Il y a presque 3000 structures de ce type-là. Comme les associations aussi, on sait qu'il y a énormément d'associations en France. Les fondations gestionnaires, ce sont par exemple les Apprentis d'Auteuil, l'Institut Pasteur, la Fondation Partage et Vie. Il peut y avoir aussi des fonds de dotation sur des établissements culturels. Ce sont des structures qui ont bénéficié souvent de legs ou de donations il y a plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, et qui gèrent des établissements médico-sociaux, sanitaires ou culturels ou d'accueil de la jeunesse. Et qui sont indispensables. Qui sont dans le quotidien des Français, et c'est pour ça que je disais que les fondations sont puissantes et bénéficient d'une grande notoriété, quand elles sont connues, parce qu'elles ne sont pas toujours identifiées comme fondations, mais quand on se rend compte que ce sont des fondations, évidemment, ce sont des établissements qui jouent un rôle joué par personne d'autre, ni association, ni autre structure de l'ESS, et ni l'État, bien sûr, et pas des acteurs lucratifs non plus. Donc ces établissements opérateurs, ils ont un budget qui est aujourd'hui menacé sur la générosité publique, puisqu'on vient de le dire, et ces établissements ont aussi un budget menacé, puisque souvent, quand ce sont des établissements médico-sociaux ou sanitaires, leur budget dépend aussi des collectivités. Or, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans le budget, dans les réductions et les menaces qui pèsent sur le budget de l'ESS, la baisse du budget des collectivités est un problème. Si le département dispose de moins de budget, il va pouvoir parfois couper des subventions qui sont octroyées pour l'investissement, le développement, l'innovation à ces structures. Il va pouvoir aussi discuter encore plus, pied à pied, si je peux me permettre, les frais support qui sont octroyés aux établissements médico-sociaux, puisque les départements sont quand même financeurs des EHPAD, notamment, des maisons de retraite. Et donc, voilà, le budget des fondations opératrices peut être, au même titre que d'autres, mis en difficulté. Et puis, il y a les fondations redistributrices. Donc elles, c'est celles qui collectent les dons, qui font des appels à dons régulièrement, et notamment en cette période, à quelques moments des fêtes de fin d'année, parce que c'est l'heure de réfléchir aux impôts qu'on va bientôt payer. Et donc voilà, c'est la deuxième grande famille de fondations. Exactement, donc qui collectent auprès du public et des entreprises et qui redistribuent. Effectivement, on a le 28 novembre le Giving Tuesday, qui est une opération qui permet de collecter et de communiquer autour de cet acte de générosité. On lève quand même à peu près 9 milliards d'euros tous les ans, mais la générosité s'atténue chaque année. En tout cas, le nombre de personnes et d'entreprises en capacité de donner peut diminuer. Et encore une fois, quand on a un amendement sur l'IFI qui vise à baisser de 75% à 66%, quelqu'un qui ne paye pas d'impôt sur la fortune immobilière, s'il apprend que quelqu'un qui paierait l'impôt sur la fortune immobilière a le même taux que lui, est-ce qu'il va donner plus parce que les taux ont été harmonisés? Est-ce que l'équité fiscale va entraîner un don supplémentaire d'une personne, ou est-ce qu'il y aura plus de personnes qui vont donner? Non. Donc, en réduisant l'impôt sur la fortune immobilière, on réduit la masse financière, c'est 200 millions d'euros levés grâce à l'impôt sur la fortune immobilière, et on ne génère pas de nouveaux donateurs ou de nouveaux dons. Et cette période de fin d'année-là, effectivement, constitue à peu près 40 à 50% de la générosité publique de l'année. Alors, le Giving Tuesday, vous l'avez dit, c'est le 28 novembre cette année. Si je ne me trompe pas de date. Et c'est un petit peu l'anti-Black Friday. Je le dis pour tous ceux dans l'économie sociale et solidaire qui s'interrogent sur les modes de consommation en France et dans notre société occidentale. Voilà, face au Black Friday, vous avez le Giving Tuesday. C'est pas du tout la même mécanique intellectuelle. Marion Lelouvier, il y a d'autres amendements qui ont été déposés qui, à l'inverse, essayent de réparer, de rétablir la situation, de préserver les fondations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Même si, malheureusement, pour l'instant, le texte qui repart au Sénat repart sans ces amendements-là. Mais vous allez les redéposer, j'imagine.
Oui, alors on avait notamment avec la FEAP, puisqu'on parlait des établissements gestionnaires sanitaires et médico-sociaux, déposé un amendement pour un abattement de la taxe sur les salaires. Là, on parle des publics qu'on a applaudis durant les crises sanitaires sur le Covid. On veut permettre leur recrutement, leur attractivité, leur fidélisation, et tout en permettant un peu de respiration dans les budgets des maisons de retraite et des établissements en payant moins de taxes sur les salaires. On avait pu déposer un amendement d'abattement sur cette taxe sur les salaires qui représente un poids important sur les budgets des entreprises. Et on avait poussé aussi un amendement sur l'innovation sociale. Juste sur la taxe sur les salaires, c'est aussi une demande qui est faite de très longue date par l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale. Donc voilà, c'est pas une nouvelle histoire, cette taxe sur les salaires. C'est pas une nouvelle histoire et c'est encore plus important en ce moment puisque l'UDES a chiffré, je crois, de mémoire à 180 000 le nombre d'emplois qui pourraient être menacés sur ce nouveau budget ESS s'il était réadopté en tant que tel. Et donc on aimerait aussi avoir un amendement qui favorise l'innovation sociale, puisque le crédit d'impôt recherche ne concerne que les entreprises à but lucratif, c'est 8 milliards d'euros. Nous, on demandait simplement à avoir l'équivalent de 200 millions d'euros, donc vraiment beaucoup moins que les entreprises sur le budget de l'État, qui permettent enfin de reconnaître que les organisations de l'économie sociale et solidaire font bouger les lignes de nos sociétés, répondent aux défis démographiques, démocratiques, environnementaux, par toutes les mécaniques qui ne sont pas des innovations technologiques coûteuses, mais qui sont l'innovation du lien social et du pacte social. L'économie sociale et solidaire réclame l'équité sur les crédits d'impôt. Marion Lelouvier, France Générosité a lancé le mois dernier, comme elle le fait régulièrement, un plaidoyer pour la générosité en France. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la générosité est en danger ? La générosité est en danger pour deux raisons principales. En effet, je crois. La première, c'est une raison macroéconomique qu'on a largement évoquée depuis le début de cette interview. Et puis, pour des raisons démocratiques aussi. On a été une année 2024 avec énormément d'élections. On a vu des tensions importantes. L'acte de générosité, c'est quand même un acte de solidarité, de fraternité, de sentiment, qui traduit un sentiment d'appartenance à une société. Quand ces liens sociaux se distendent, quand on n'est plus sûr d'être reconnu comme citoyen à part entière ou quand on n'est plus sûr d'être citoyen au même titre que son voisin, on a moins tendance à faire preuve de générosité. Il y avait un baromètre intéressant publié par l'Association française des fundraisers au mois de mai dernier. Il y a effectivement le panorama des générosités par France Générosité qui est mis à jour tous les ans. On a fait au niveau du Centre français des fondations un événement sur démocratie et fondation pour la journée européenne des fondations début octobre. Tous ces éléments-là convergent sur l'idée que la baisse du nombre de donateurs depuis une dizaine d'années, à peu près à 10%, risque de continuer à s'accentuer. Nous sommes entrés dans le mois de l'économie sociale et solidaire qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Est-ce que le Centre français des fonds et des fondations a une communication particulière, un plaidoyer particulier à cette occasion ? Le Centre français des fondations, comme le modèle même des fondations, croit aux alliances, croit au collectif. Et donc, effectivement, on a un directeur de la communication, Pierre Sagot, qui publie beaucoup sur ce que les fondations démontrent, ce que chacune des fondations fait. Mais on n'aura pas de communication différente de celle de ESS France et de nos collègues sur ce mois de l'ESS. On s'associe à ce qui est fait dans un collectif plus grand que nous. Et donc, on est... à la fois, on a pris la parole et on a été représenté sur l'événement de lancement du mois de l'ESS avec la parole d'Abdelali El Badawi, qui est à la fois Impact France, qui a ses différentes associations, mais qui a aussi un fonds de dotation et qui siège au conseil d'administration du CFF. Et qui a créé Banlieue Santé. Banlieue Climat et Banlieue School. Et il est vraiment un représentant de cette nouvelle philanthropie de terrain qui est une tendance qui émerge en France, notamment depuis la crise sanitaire et qui permet de répondre, à mon sens, et au sens d'autres observateurs, aux défis qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc ça, c'est son intervention, c'est notre intervention dans l'événement
collectif de lancement. Et puis sur l'événement de clôture, ou Journée de l'économie autrement à Dijon, j'interviendrai sur le modèle des fondations actionnaires comme une des réponses possibles aux crises de sens et aux crises de l'actionnariat qu'on peut rencontrer en France, et notamment par exemple sur les sociétés médiatiques. Mais je ne vais pas ici trop dévoiler le sens de mon intervention, et donc ça aura lieu le 30 novembre à Dijon. Évidemment, on en a déjà parlé aussi sur Mediatico, de ces médias qui ont besoin d'être soutenus, y compris par les fondations. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marion Lelouvier. Merci à vous. On croise les doigts évidemment pour l'avenir de nos fondations qui sont indispensables au financement des circuits de la solidarité en France. Merci à la réalisation et aux moyens techniques d'Impact Production. Merci à vous, notre public, qui nous suivez fidèlement sur mediatico.fr et sur nos réseaux sociaux. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission ESS On Air, l'émission de Mediatico qui place l'économie sociale et solidaire au cœur de l'actualité.